D'accord. Bon. Ben, bonjour à tous. Donc, pour c'est en fait l'association et Yolande Ricard qui m'ont suggéré de faire ça, mais c'est une très bonne idée. J'avoue que j'ai fait pas mal de posts sur notre groupe Facebook sans beaucoup de réponses. Alors, on aimerait savoir comment tout le monde s'en sort un petit peu euh, dans notre association avec ce qui se passe en ce moment. Et donc, voilà, on est une dizaine de personnes. On a tout à fait un quorum, je crois. Et je suis sûr que d'autres personnes vont joindre. Et ce que je vous suggère, c'est à notre tour de passer ces 45 minutes ou peut-être une heure ensemble pour présenter où vous en êtes au niveau des USA, donc dans quel endroit vous êtes et comment ça se passe pour vous depuis les 8 dernières semaines et comment vous voyez en fait le futur. Alors, j'ai un certain nombre de personnes qui s'étaient préinscrites, mais enfin, on est en petit comité, c'est pas trop de trucs, mais tout de même, pour juste un peu respecter le protocole, je vais savoir si Mathieu est prêt à communiquer. Oui, bonjour. Et ben voilà, tu as la parole. D'accord. Donc, mon nom est Mathieu Coran. Je suis diplômé Supélec 2012 et je vis aux États-Unis depuis 2011. En fait, j'ai fait mon année de master à Georgia Tech à Atlanta. Et puis maintenant, je suis entrepreneur dans le tourisme. Je fais une plateforme de réservation pour le tourisme d'aventure et d'expérience. Et donc, pour l'instant, pour moi, j'essaie de voir si je vais rester entrepreneur dans le tourisme parce que c'est quand même bien ralenti dernièrement. Euh, je vis la plupart du temps en Ohio, à Cleveland, qui est une ville très sympathique et surtout très pratique pour les entrepreneurs, bien connectée par les vols aériens pour aller à Silicon Valley ou dans les montagnes rocheuses où la plupart de mes clients sont situés. Et donc, ça fait 8 semaines que malheureusement, tous mes voyages qui étaient prévus ont été annulés. Euh, Au niveau du confinement, moi, je l'ai pris très au sérieux parce que ma fiancée est médecin. Donc, du coup, je suis plus exposé que la plupart des gens. Donc, je suis retranché chez moi depuis 8 semaines. Et à ce que j'en vois, la plupart des gens le prennent au sérieux aussi, mais commencent à être un petit peu anxieux de rouvrir. Euh, L'État de l'Ohio lui-même a plutôt bien géré cette crise. Le gouverneur Mike DeWine, que je ne supportais pas vraiment au début de cette crise, parce qu'il est républicain quand même assez dur. Il a bien répondu à cette crise et commencé le confinement relativement tôt à l'échelle des États-Unis. Et donc maintenant, on commence à tester un petit peu des idées de déconfinement. Mais euh, on va voir comment ça va se passer. Il n'y a toujours pas de test vraiment fiable et répandu aux États-Unis. Donc, Et au niveau de la crise elle-même sanitaire, l'Ohio, ça s'est placé comment en fait par rapport aux États? Ça a été très touché ou moins touché ou... non, pas très touché. Alors, effectivement, je pense que la réaction rapide a aidé. Et puis ensuite, Cleveland elle-même et puis l'Ohio en général, il y a beaucoup d'industrie pharmaceutique et médicale est très répandue. Donc, je pense que la plupart, le citoyen moyen de l'Ohio a pris aussi ça très au sérieux. Et très tôt dans la crise, j'ai vu des gens avec les masques les porter de manière efficace et pas à l'envers. Donc, oui, oui, on s'est plutôt bien sorti pour cette crise et il n'y a pas eu beaucoup de cas ni beaucoup de décès en Ohio en elle-même. C'est au D'accord. Michigan, juste à côté, et, que ça a été bien plus dur. Et donc, oui, à mon avis, l'Ohio, c'est une combinaison de la réaction rapide du gouverneur et puis aussi de la culture très axée médicale et pharma.
Très bien. Et ton entreprise, j'imagine que c'est du tourisme, mais c'est une plateforme numérique, un peu virtuelle, qui fait que tu peux gérer un peu ça de partout dans le monde, depuis partout dans le monde, ou Oui, peux-tu oui. un Donc, peu plus? moi, mon activité est toujours, toujours en ligne, hein. Effectivement, c'est un software cloud-based. C'est juste que ma vélocité de réservation et de vente ce que je vends à des resorts, c'est complètement effondré en fait. Et pour moi, c'est difficile parce que ma saison de vente est à peu près de février à mi-mai. Donc, toute ma saison de vente, d'avoir des nouveaux resorts sur ma plateforme, a été complètement annulée cette année. Donc, ça fait une année de croissance en moins pratiquement. D'accord. Et juste, si tu aurais des pensées sur ce que éventuellement l'association pourrait faire pour aider? L'association pourrait faire pour aider, moi je suis actuellement en recherche de financement. Mon entreprise grandissait plutôt rapidement jusqu'à maintenant et donc je n'avais pas besoin de financement. Et donc maintenant je vais en avoir besoin. Donc je commence à me pencher sur ce sujet. Et donc il y a deux axes à évaluer pour moi. Donc c'est l'aspect numéro un, c'est du venture capital parce qu'il y a quand même un marché qui est en croissance à part cette crise actuelle. Qui serait intéressant, je pense, pour des venture capitalistes ou alors des angels. Donc, n'importe quelle connexion valable à des investisseurs qui connaissent bien le milieu du voyage et du tourisme serait très utile pour moi. Ok, écoute, c'est noté. Je pense que je vais passer la parole à d'autres personnes pour que tout le monde puisse témoigner. Mais merci beaucoup. Et puis, on va voir comment on se débrouille. Peut-être qu'à la fin de la session, si on est assez efficace, on pourra avoir une discussion tous ensemble. Juste une petite pause, parce que j'ai mon fils ici dont je vais m'occuper. Je vais le faire, mais quand ma session sera finie, ok? Okay, and I think I'm going to try to make myself for this one. Attends une heure, ok? D'accord? Okay, I can stop by myself to get milk and maybe go first if I can. Dans une heure. Ok. Okay, I'm going to do it myself. Bon, alors la prochaine personne, c'était Antoine Dujardin. Antoine, est-ce que tu es prêt à communiquer? Oui. Oui. Alors, dans mon cas, je suis diplômé de l'ECP en 2015. Je travaille actuellement à SLAC National Accelerator Laboratory, qui est l'accélérateur linéaire de l'Université Stanford, donc dans la baie de San Francisco. Alors, donc là, au niveau de la baie, on a eu une réponse de la part des counties avant d'avoir la réaction californienne. Je pense que les counties de la baie de San Francisco étaient dans les premières associations, du moins gouvernementales, à réagir aux États-Unis. Mais même s'ils ont réagi dans les premiers, ils ont réagi beaucoup plus tard que les entreprises, surtout les entreprises tech de la baie. En ce qui concerne l'accélérateur, on était plus ou moins entre les deux. C'est-à-dire que quand on a commencé à voir les entreprises autour de nous qui mettaient tout le monde en télétravail, après quelques jours, ils ont commencé à dire qu'on pouvait faire du télétravail si on avait peur. Puis, ils ont lentement poussé les gens à aller progressivement au télétravail et ça a vraiment explosé. À un jour, on nous a dit « pensez faire du télétravail 4 jours par semaine ». Et puis le lendemain, c'était tout le monde en télétravail forcé avec interdiction de revenir sur le travail. Donc, il y a une réaction qui était quand même plus rapide que ce qui était forcé par les counties, mais qui était un petit peu pressé sur la fin. Au niveau de la situation actuelle, la Californie, donc les États-Unis lèvent une bonne partie des restrictions dans un certain nombre d'États. Californie, on a tendance à être un peu plus conservateur sur ce point. Au niveau de la baie, encore plus. Les counties de la baie ont essayé d'avoir une politique relativement commune à ce niveau-là.
Et au niveau de Slack, il y a des plans de réouverture, mais qui sont encore beaucoup plus conservateurs. Donc, c'est-à-dire qu'ici, ils pensent à faire revenir sur le travail ce qui est nécessaire pour remettre l'accélérateur en marche, les opérateurs qui sont nécessaires pour faire fonctionner les instruments, mais les protocoles sont assez stricts, avec donc des protocoles de comment est-ce qu'on demande l'autorisation d'aller au travail, le nettoyage clean as you go, l'obtention des PPE. Et puis sinon, pour la majorité des gens, c'est télétravail à 100%, si possible, et sans date de fin. Donc ici, pour Est-ce que l'instant… tu crois que ça affecte la productivité à Slack de ton point de vue, ou bien ça marche tout aussi bien que si les gens allaient au… Ça affecte un petit peu la productivité en ce sens que les gens, même s'ils travaillent majoritairement sur ordinateur, sont plus productifs quand ils travaillent en personne, bien qu'il y ait des exceptions. Donc, il y a des personnes qui ont dit qu'elles étaient plus productives maintenant parce qu'elles étaient moins souvent dérangées. Donc, a priori, c'est un peu dans les deux sens. Mais le sentiment majoritaire, c'est que oui, non, il y a une chute de productivité. Après, il y a aussi les gens, de mon côté, on est plutôt sur du software, donc ça c'est plus facile. Les gens qui travaillent plutôt sur de l'ingénierie dure, eux ont plus de difficultés, mais donc maintenant on commence doucement à pouvoir revenir sur le lieu de travail peut-être une fois par semaine. Mais d'un autre côté, vu qu'on peut utiliser l'accélérateur pour faire de la recherche sur le COVID-19, on a un recentrage stratégique sur le COVID-19 qui a permis de remettre le focus sur un certain nombre d'activités. Donc, ça nous permet de réaccélérer des projets qui étaient un peu sur la traîne. D'accord. Et je n'ai pas eu le temps de poser la question avant, mais est-ce que personnellement, ça t'affecte, ta famille ou ton… Personnellement, c'est un petit peu dur de ne plus voir ses collègues, surtout en tant qu'expatrié. Ici, ça fait 1 an que je travaille là-bas, donc le cercle social est assez limité aux collègues. Et donc, déjà, la possibilité de ne plus voir ses collègues autrement que par Zoom. On a toujours des happy hours organisés sur Zoom une fois de temps en temps, donc ça permet de garder un certain contact social. D'un autre côté, vu que tout le monde fait ça via Zoom, on peut aussi plus facilement faire les happy hours avec les gens qui sont à l'étranger. Donc, d'un côté, j'ai perdu les contacts sociaux, enfin une bonne partie des contacts sociaux avec mes amis d'ici et les collègues. D'un autre côté, j'ai pu reprendre pas mal de contacts avec ma famille parce que, au final, quand la famille est séparée par le Covid, le fait qu'il y ait un peu plus de distance, ça ne change pas grand-chose. Très bien, très bien. Bon, et je vais te poser la même question qu'à Mathieu. Comment tu penses que éventuellement l'association puisse aider ou pas? Dans mon cas, c'est juste une dimension sociale. Au niveau du travail, on est couvert. Quand on peut travailler pour le laboratoire en télétravail, on est payé à 100% pour l'utilité du travail. Et puis, c'est simplement les personnes qui ne peuvent pas en faire, qui ont des financements confinement. Mais bon, là, les financements commencent à arriver vers la fin, mais je ne suis pas concerné. Pour une demande, enfin, pour ce que l'association pourrait faire dans mon cas, des formations en ligne, peut-être une fois de temps en temps, avoir une occasion de parler comme ici, c'est très bien. Juste la dimension sociale. Et tu parles de formation en ligne. Quel genre de formation en ligne? J'ai suivi tout un temps beaucoup de conférences qui avaient été enregistrées via YouTube et ce genre de choses. Donc ici, maintenant qu'on n'a plus nécessairement le temps de sortir, c'est une occasion de retourner faire un tour sur le site de l'association, de voir les vidéos. Très bien, très bien. Écoute, merci beaucoup. On reviendra peut-être tous ensemble. Je voudrais juste avancer, regarder l'heure, mais on apprécie tous beaucoup ta contribution depuis Palo Alto. J'avais Étienne Sturm, mais je ne le vois pas dans la liste. Si tu es là, fais-nous signe. On peut revenir après. Sinon, Amal, veux-tu prendre la parole? Oui, je veux bien. Très bien. À toi. Bonjour, je m'appelle Amal Kiss, je suis promo 2015. J'habite à Boston, dans l'État du Massachusetts. Je suis arrivée en 2015 pour faire une thèse que j'ai finie l'année dernière. Donc maintenant, je suis en postdoc
donc je suis au Massachusetts General Hospital, ce qui fait que j'ai vraiment comment dire, je vois la crise en tant qu'elle arrive. Pour le Massachusetts, c'est un État assez touché par la maladie du Covid-19. Mais on a eu une très bonne réponse. Comme ce que disait Antoine, j'ai l'impression qu'ici, les entreprises ont réagi avant le gouvernement, telle façon qu'on nous a envoyés en télétravail presque une semaine avant que le gouverneur décide de tout fermer. Ça fait maintenant 8-9 semaines qu'on est en confinement. Quoique c'est assez souple, pas comme en France. On n'a pas besoin d'attestation pour sortir et tout ça, mais ça reste quand même d'essayer de diminuer la mobilité le plus possible. Les gens ont suivi assez bien les consignes. Je pense que c'est surtout lié au fait qu'on a eu beaucoup plus de cas, donc c'est un peu plus dangereux. Par exemple, le port de masque est obligatoire. Même avant que le gouverneur fasse passer cet ordre exécutif, on avait beaucoup de magasins ou de supermarkets qui ont exigé le masque, mais vraiment 2-3 semaines avant que ce soit obligatoire. Donc la réponse est assez bien. Je ne sais pas ce que je peux dire de plus. Donc, comment est-ce que ça t'affecte personnellement et professionnellement? Pour moi, c'est comme le reste, pas pouvoir voir la famille, pas pouvoir voir les collègues, qui est pratiquement le cercle d'amis qu'on a en tant qu'expatrié. Il y a aussi, comme tout le monde, je ne peux pas aller chez le coiffeur ou même voir le médecin parce que tout ce qui n'est pas urgence est annulé. Donc, sur le plan mental health ou pour tout ce qui est maladie chronique ou genre de choses, ça rajoute une anxiété pour moi. Travailler, j'ai pas été aussi efficace, mais je pense pas que c'est lié au fait qu'on travaille à la maison. C'est plus lié à l'anxiété générale par rapport à cette maladie et tout ça. Déjà avant, je travaillais presque 1 ou 2 journées par semaine de chez moi parce que j'étais pas obligée d'être à mon labo tout le temps et que tout ce que je fais sur ordinateur. Donc, pour moi, la transition était pas si difficile que ça. C'est vraiment plus l'impact de la maladie et du confinement qui m'a le plus touchée. Très bien. Et est-ce que tu penses que l'association peut aider pour quelque chose? Pour moi, comme Antoine, non, pas beaucoup plus que ce genre de réunion où on peut voir d'autres gens, donc c'est sympa. Surtout, en fait, l'utilisation de tout ce qui est techno comme Zoom ou ces meetings-là, ça fait que ce genre de rencontres que je ne pouvais pas faire avant parce que je ne suis pas à New York ou je ne suis pas à San Francisco, là, je peux participer parce que c'est en ligne. Pour l'association, je pense qu'il y en a pas mal d'étudiants à Boston entre le MIT qui viennent au Central Supélec, donc je pense que c'est eux peut-être qui ont besoin plus d'aide, surtout s'ils se retrouvent coincés ici et pas pouvoir rentrer et tout ça. Mais en ce qui me concerne, je ne demande rien. Très bien. Et j'ai une autre question pour toi, peut-être un peu pour tout le monde d'ailleurs plus tard, mais parce que j'entends pas mal parler des amis et tout qui me disent on ne sait pas très bien si on va rentrer en France cet été, et on sait qu'on ne peut pas rentrer en France d'ailleurs, peu de choses près. Donc, est-ce que tu as des plans pour cet été ou qu'est-ce que tu vas faire pour prendre un break? Oui, je suis tunisienne, donc pour moi le retour c'est surtout en Tunisie. Mon cousin était supposé se marier cet été, on a pris nos billets pour rentrer en juillet. Ce n'est pas certain maintenant parce que le mariage peut être repoussé. La Tunisie, ils ont annoncé, je pense, 2 jours de suite, ils ont eu 0 cas local. Donc, le gouvernement, le plus important pour eux, c'est de limiter le contact, l'import du virus venu de l'étranger. Donc, il exige une quarantaine de 14 jours pour toutes les personnes qui rentrent en ce moment. Cette quarantaine ne peut pas être chez soi, mais c'est dans des hôtels
réquisitionné par le gouvernement. Oh, Donc, wow. pour des vacances de 15 jours, c'est pas vraiment faisable pour moi. Donc, Ouais, on va sûrement l'annuler. très bien, très bien. Bon, ben écoute, on va peut-être revenir, mais je veux juste avancer pour respecter notre plan et timing. Comme ça, toutes les personnes qui voulaient parler pourront parler. Et après, j'avais Antoine, Julia, si tu veux communiquer. Antoine, tu nous entends? Très bien. Ouais, salut à tous, salut André. Salut. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Donc, moi, je suis diplômé de l'école en 2001. J'ai passé 10 ans en Europe, 10 ans aux US. Je suis, si certains d'entre vous voient le drapeau au fond là, c'est pas un fond virtuel de Zoom, c'est la vraie pièce dans laquelle je suis. C'est le drapeau de Chicago. Donc, on habite dans le centre de Chicago, mais dans un quartier qui est très vert et dans une maison. Et je précise ça parce que voilà, le confinement en maison, c'est quand même plus marrant qu'en high-rise. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas mal. On a 2 enfants. Donc je suis marié, on a 2 enfants. Les écoles sont fermées jusqu'en septembre. On a 2 petits qui, voilà, j'ai l'impression qu'ils sont plutôt mieux résilients que les grands. Mais ça reste pas évident de gérer le work from home et le teaching from home. Voilà, les écoles étaient fermées jusqu'en septembre. Il y a un stay-at-home order qui a été décidé par le gouverneur de l'Illinois, J.B. Pritzker, qui prend l'approche plutôt démocrate, qui est de plutôt être prudent sur la réouverture. Mais quand même avec des portions d'activité économique qui réouvrent. Voilà, mon épouse, elle est dans je vais parler de ce que je fais après, mais rapidement sur mon épouse, elle est dans un groupe de hospitality. Donc, c'est un des secteurs qui est le plus touché. Donc, elle est cadre dans ce groupe-là et c'est backé par du private equity. Donc, ils sont 95% de la boîte est en furlough et pour les cadres, ils sont à moins 50% de paye. Voilà. Et donc, ils se posent plein de questions sur l'avenir de leur métier, en fait. Pas individuellement, mais l'avenir de leur activité, évidemment. Voilà, donc on est en télétravail massif. Les usines sont ouvertes dans l'Illinois. Moi, les usines dans ma boîte restent ouvertes aussi. Sur Chicago, encore, donc les parcs et les plages sont fermés. Il n'y a plus de trafic dans la ville. C'est un vrai plaisir d'être sur la route, sauf que j'ai plus de raison d'être sur la route. Donc voilà, j'ai plus mon commute actuel. Mais si je devais aller au bureau, ça me prendrait 15 minutes au lieu d'1 heure. C'est aussi agréable de parcourir la ville à vélo. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bien. Il y a des aspects positifs au confinement. Est-ce que c'est sûr? Parce que j'ai lu pas mal d'études. Et moi-même, d'ailleurs, j'étais le victime d'un accident. J'ai été renversé en vélo. Et j'ai eu une étude dans le Wall Street Journal qui disait qu'il y avait une recrudescence d'accidents graves de la route. Ouais. Alors qu'il y a moins de personnes qui circulent. Ouais. Mais je pense que c'est intéressant et ça ne m'étonnerait pas parce qu'il y a moins de gens, probablement on fait moins attention aussi. Il y a moins de trafic, donc je pense qu'il y a moins d'accidents quantitativement. Mais effectivement, les voitures qui circulent plus vite, en sachant qu'il y en a moins sur la route. Voilà. Alors, quand je dis qu'on parcourt la ville en vélo, on reste dans les petites rues et on est prudent. Mais ça reste quand même drôlement agréable. Dernier point perso sur les plans de voyage. Donc, nous, nos familles sont en France et en Suisse. On a annulé nos plans pour cet été et on prévoit encore de rentrer à Noël pour les fêtes, ce qu'on d'habitude on ne fait pas. Et je pense que tactiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de prendre avantage de leverager la situation avec les prix bas et puis les conditions de changement plutôt favorables. Et si jamais le voyage n'est pas possible, rechanger ou prendre des crédits avec les compagnies aériennes pour verrouiller les prix. Voilà. Au niveau du boulot, alors moi je travaille pour Medline qui est le premier distributeur et producteur de matériel de ce qu'on appelle MedSurg, Medical Surgical, aux US.
Donc, nos compétiteurs, c'est Cardinal Health, Owens & Minor, McKesson, Henry Schein. Donc, c'est un secteur qui a été très perturbé, évidemment. Pour faire simple, et moi, je m'occupe de la finance, donc tout ce qui est business finance chez Medline. Alors, c'est un business qui a été très perturbé, évidemment, parce que la plupart des hôpitaux maintenant ont refocalisé leurs ressources sur le Covid ou sur les activités liées au Covid. Donc, nous, on a vu une augmentation des ventes sur tout ce qui est PPE, Personal Protective Equipment. Donc, pensez les masques, les gants, les charlottes, les blouses, voilà. Avec tout ce que ça signifie aussi en termes de supply chain. Et par contre, l'activité, ce qu'on appelle les elective surgeries, qui est le gros du chiffre d'affaires des hôpitaux aux US et 90% de la marge, ça, c'est en chute libre. Alors, et tu penses que c'est une situation rationnelle et c'est un peu obligé face à la crise sanitaire ou il y a un peu dans un sens? Je pense que la baisse d'activité, elle est due au stay at home. Elle est due au fait que c'est la période de crise. Donc les frontline workers s'occupent à sauver les gens. D'accord. Donc, il n'y a pas, si vous voulez vous refaire la hanche ou la poitrine ou autre chose, vous pouvez attendre 6 mois. Et donc ça, c'est la période de crise. Par contre, la grosse question maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer à moyen terme, une fois que la crise sera passée, et on le voit, c'est ce qui se passe en Europe. Donc, les lits vont être disponibles et surtout les hôpitaux vont avoir besoin de cash. Donc là, mon avis à moi, c'est que l'activité, l'offre va reprendre, la demande va reprendre très, très doucement. Et je pense pas qu'on sera de retour au niveau d'activité pré-crise. Ce qui pose évidemment la question du financement du healthcare aux US et puis du rôle que vont jouer les payeurs, donc tout ce qui est assurance. Très bien, wow. Et voilà, il y a la partie post-acute aussi. Donc post-acute, c'est tout ce qui est non hôpitaux. Donc par exemple, typiquement les maisons de retraite, nursing homes. Voilà, donc sur les nursing homes, nous on voit des défauts d'entreprise qui commencent. Donc les signes avant-coureurs de défauts d'entreprise, c'est-à-dire que on a des retards de paiement. Certaines seront sauvées par le stimulus, le paquet de stimulus, mais probablement pas toutes. Certaines c'est pas sont logique aussi... parce que pourquoi qu'est-ce qui pourrait les affecter? Leurs patients, eux, étaient déjà confinés avant le confinement. C'est juste que les parties qui payent pour n'ont plus les fonds ou bien Ouais, c'est ça. C'est que le flux de revenus baisse et ils se retrouvent en fait, ils sont coincés. Leur PNL a moins de rentrée d'argent et généralement, ils ont plus de coûts parce qu'ils ont dû se protéger plus. C'est des environnements qui ne sont pas très médicalisés et ils ont dû se suréquiper en appareil médical, en équipement. Voilà. Et en plus de ça, les gens meurent dans les nursing homes. Donc, les taux de mortalité sont beaucoup plus élevés. Et les familles n'ont plus forcément soit les moyens, soit l'envie d'envoyer leurs seniors dans les nursing homes. Et ça, je pense que c'est un trend de long terme. Est-ce que dans 6 mois, si le virus est encore là, même si la crise est contenue, est-ce que dans 6 mois, les familles voudront envoyer leurs seniors dans un nursing home? Oui. Voilà. Bon. Donc voilà, d'un point de vue manufacturing, c'est super intéressant. On était très exposé sur l'Asie, on est toujours. Donc pas mal de négocier avec des vendeurs asiatiques, c'est intéressant dans ce contexte-là parce qu'il y a une baisse du supply, une augmentation de la demande, donc c'est quasiment des enchères. On achète de la capacité industrielle en live. C'est assez c'est assez impressionnant. On a aussi des investissements onshore, donc on réinvestit dans nos usines onshore, c'est-à-dire surtout Mexique et US. Oui. Voir si ça va durer, mais c'est un trend qui est assez nouveau, donc
c'est pas mal. C'est pas mal. On a du mal à recruter et à garder les gens. C'est-à-dire que les lignes de prod, les gens ne veulent pas forcément aller s'exposer sur des lignes de production. Hein. On a une augmentation, une inflation salariale. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de typiquement Amazon qui devient un peu c'est un benchmark pour tout ce qui est rôle de entry level sur les lignes. Le salaire moyen à Amazon est autour de $20 de l'heure maintenant, ce qui est bien supérieur au salaire minimum. Donc ça impacte tous les line workers. Voilà. Et puis ensuite, il y a ce qui est intéressant aussi, c'est d'un point de vue M&A. Ça risque de créer un phénomène d'inflation, ça. Hein? Ouais. Alors il y a le phénomène d'inflation parce que les gens ne voudront plus aller travailler. Et on a besoin de gens qui sont en première ligne à fabriquer. Voilà. Ensuite, je pense que de manière générale, il y a un tel appel d'air et une telle augmentation du chômage que ça va probablement un peu compenser aussi. Mais tout le monde ne va pas vouloir aller travailler et se salir les mains. Hein. D'accord. Voilà. D'un point de vue M&A, c'est super actif. Donc évidemment, nous on est private, non coté. Et donc, on a tendance à faire un peu notre marché en ce moment. Donc, plutôt que d'investir dans les nouvelles lignes de prod, par exemple, on a plutôt tendance à racheter des acteurs déjà installés. OK. Voilà. Il y a un gros sujet aussi de régulation. Donc, on a commencé à travailler avec le gouvernement sur certains sujets. Donc, FDA pour des nouveaux produits. Par exemple, on fait du reprocessing de masques plutôt que d'en fabriquer des nouveaux. Donc, on bosse pas mal avec la FDA. On bosse pas mal avec la FEMA aussi, qui est l'agence anti-crise aux US. On a travaillé sur le Project Airbridge, qui était piloté par Kushner dans l'administration Trump, qui consistait en fait à affréter des avions, d'abord militaires et puis ensuite des avions commerciaux pour amener c'était essentiellement des masques, mais du PPE d'Asie. Oui. Donc, travailler avec l'administration, pour moi, c'était nouveau. Pour la boîte, c'était nouveau. C'est particulier quand même. Et il y a un autre sujet pour nous qui est important, qui est les régulations antitrust, et c'est au niveau des États, parce que le sujet du price gouging, donc il y a des boîtes qui tirent avantage de la situation en augmentant les prix, et voilà, ça c'est un sujet personnellement qui est nouveau pour moi aussi, donc essayer de faire en sorte que la boîte ne perde pas d'argent, mais qu'on puisse pas être attaqué pour price gouging et tirer avantage de la situation. Donc, ça t'occupe bien. Hein? Voilà, ça m'occupe bien. Ta dernière question, c'était ce que la sauce pouvait faire. Moi, à quoi je pensais, en plus de ce qu'on dit les autres, peut-être des enquêtes sur comment est-ce qu'on prend la situation, le sentiment économique de manière générale, le sentiment de la confiance, parce que je pense qu'on a une bonne représentation dans plusieurs secteurs d'activité. Et moi, ça me dérangerait pas du tout. Avoir de façon interne une meilleure perspective que ce que les médias sortent et tout. Ou... Voilà, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, moi, si je remplirai avec plaisir des enquêtes, et si en retour, je pouvais avoir la consolidation de toutes les réponses, ça pourrait être intéressant de voir de prendre le pouls de notre communauté. Écoute, merci beaucoup de partager. Je vais être sûr que tout le monde puisse parler. Je vois qu'il y a quelques personnes qui ont quitté la conférence, mais moi, ça me passionne en tout cas, je peux vous dire. J'apprécie énormément ce que vous dites. Alors, Emmanuel, est-ce que tu peux communiquer? Oui, bien sûr. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, je suis Emmanuel Dopp, promo 93, et je suis installé à Wichita, dans le Kansas, depuis 2010. Ça fait 10 ans. Et donc, je travaille chez Airbus, qui a un bureau d'études à Wichita depuis 2002 ou 2003, je crois, si je me souviens bien. Donc, les mesures de confinement ici dans le Kansas ont été, je crois qu'elles ont été annoncées à la fin du mois de mars. Donc, c'est pareil, un stay-at-home order qui était assez général. Mais avec quand même pas mal d'exceptions. L'État du Kansas a une définition assez large de tous les secteurs d'activité qui sont considérés comme essentiels. Donc, tout ce qui est bien sûr magasin
magasins d'alimentation, etc., tout ça était encore ouvert, mais tout ce qui est même industrie des transports, donc Airbus considéré comme industrie des transports, et le bureau est resté ouvert officiellement. Même les magasins de bricolage, genre Home Depot et équivalents, sont restés ouverts aussi. Donc on a eu moins quand même le sentiment de la ville morte où tout est fermé et où les gens restent chez eux. Je pense que ce qui a pas mal aidé aussi, c'est la faible densité de population. Wichita, c'est une ville de 400 000 habitants qui est quand même assez étendue. Et à part la ville de Wichita et les banlieues de Kansas City qui sont côté Kansas, il n'y a pas eu énormément de cas ou de foyers d'épidémie. À part dans l'ouest où il y a eu quelques usines, beaucoup d'abattoirs et d'usines de viande. On en a pas mal parlé dans les médias aussi, où il y a eu quelques foyers d'épidémie aussi. Mais sinon, donc, stay-at-home orders ont commencé à être un peu levés la semaine dernière, le 4 mai, lundi de la semaine dernière. Les choses commencent à réouvrir, mais pas beaucoup. Enfin, tout ce qui est restaurants, bars, etc., c'est encore fermé. Il y a tous les small business commencent à réouvrir un petit peu, donc les choses redémarrent, mais encore assez timidement. Sinon, les gens font attention aussi. On voit pas mal de gens avec des masques. Les gens respectent assez bien les mesures de distanciation sociale aussi. Donc moi, je suis en télétravail depuis le milieu du mois de mars. Airbus avait, comme beaucoup d'employeurs, Airbus avait un peu pris les devants. Puis les consignes sont venues de la maison mère en Europe aussi, à Toulouse. Donc, on a, à partir du lundi 16 mars, tous les gens qui pouvaient travailler depuis chez eux ont été mis en télétravail. On a quand même beaucoup, donc le bureau Airbus à Wichita est un bureau d'études, donc on fait des calculs de structure, d'ailes et de fuselage. Donc tous les ingénieurs qui ont besoin de stations de travail pour les logiciels de CAO comme CATIA ou de simulation ne pouvaient pas travailler chez eux sur un laptop, donc il a fallu mettre en place des systèmes de VPN un peu plus musclés que ce qu'on a d'habitude pour travailler en remote sur des stations de travail qui étaient au bureau. Donc, il a fallu une grosse semaine, une dizaine de jours pour que tous les ingénieurs puissent vraiment travailler en télétravail. Il a fallu... le VPN était prévu pour les gens en déplacement, il n'était pas prévu pour que 2 ou 3 000 salariés d'Airbus aux États-Unis travaillent tous en télétravail sur VPN. Donc, il y a eu pas mal d'embouteillages sur le réseau au début. Ça a été résolu au bout d'une semaine ou deux. On a eu quelques difficultés au début, mais maintenant ça s'est amélioré. Emmanuel, c'est quoi le sentiment chez Airbus? J'imagine que l'industrie est super affectée. L'industrie aéronautique, c'est la fréquentation, le taux de remplissage des avions est en baisse de 90% à peu près, donc là c'est catastrophique. Maintenant, je pense bien que ça ne va pas, on espère en tout cas que ça ne va pas durer. Ce qui est un petit peu rassurant, en tout cas on voit côté États-Unis, certaines compagnies aériennes retardent les livraisons d'avions, ce qui pour Airbus, en fait Airbus, ce qui fait les rentrées d'argent, c'est quand on livre un avion, c'est là que la compagnie aérienne, donc un avion qui est sur le tarmac prêt à être livré et qui n'est pas livré, c'est la pire situation pour un constructeur. On a tout le capital immobilisé et pas possibilité d'être payé. Donc, il y a des compagnies qui retardent les livraisons. Par contre, certaines compagnies en profitent justement pour accélérer le renouvellement de leur flotte, le retrait des vieux avions et remplacement par des avions plus modernes. Donc, il y a des signes rassurants. Maintenant, le consensus, c'est que ça va prendre 2 ou 3 ans avant que le trafic aérien revienne au niveau où on était à la fin de l'année dernière. Donc ça va. Je pense que le consensus, c'est optimisme sur le long terme, mais à très court terme, c'est difficile. Et c'est surtout très difficile pour tous les sous-traitants, à la fois les sous-traitants côté ingénierie, les sociétés qui ont travaillé beaucoup avec des sous-traitants de services d'ingénierie, des gens comme Quest en Inde, des entreprises comme ça. Là, toute l'activité a été arrêtée. Et puis, donc, Wichita, c'est un assez gros pôle de l'industrie aéronautique. Ça a démarré Cessna, Beechcraft, Boeing. Boeing n'est plus à Wichita, mais il y a maintenant Spirit Aerosystems, qui est le site de production de Boeing qui a été investisseur.
Donc, c'est donc une très grosse entreprise qui travaille encore beaucoup. Ils travaillent pour Airbus aussi, mais ils travaillent beaucoup pour Boeing. Et donc, pour eux, ça vient de la crise actuelle. En plus, côté Boeing, ça s'ajoute aux problèmes qu'ils avaient sur 737 MAX avec l'interdiction de vol depuis un an où la production avait déjà été arrêtée. Donc là, ça impacte énormément le site de production de Spirit à Wichita. D'accord. Écoutez, si vous voulez, je peux peut-être aussi, moi, participer brièvement. Surtout que j'ai eu des questions sur l'angel investing. Alors, je peux vous donner une perspective directe là-dessus parce que on m'a demandé de témoigner là-dessus en anglais quelques fois. Donc, je vais peut-être même partager quelques slides que je peux vous donner exactement mon point de vue. Alors, attendez. Est-ce que vous voyez tous cette petite fenêtre-là de présentation? Oui. Et donc, alors c'est un peu ma perspective comme angel investor. Mais donc, moi, mon background, c'est que en 2001, j'ai créé ma société ici et ça a plutôt bien marché. Ça s'appelait Beat the Traffic et je l'ai bien vendu en 2012. Et depuis, j'ai un peu ouvert mes horizons à faire plusieurs choses. Je suis devenu ce qu'on appelle ici un jack of all trades. Bon, en tout cas, j'ai fait pas mal d'investissements de style angels, ok. Et donc, on m'a demandé une petite perspective et je lis aussi beaucoup. C'est une crise très étrange parce qu'en fait, d'une certaine façon, on interdit à beaucoup de personnes de travailler et c'est ça ce qui fait que l'activité baisse, on leur interdit de voyager. Effectivement, il y a aussi un côté demande. Mais ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'il y a pas mal de personnes, et pas les plus bêtes, qui pensent que il y a beaucoup de rapprochements avec la crise de 1929. Bon, on verra bien. En tout cas, la grosse différence, c'est qu'il n'y a pas eu en 1929 cet effort monétaire, okay, donc, qu'il y a depuis ces incentives. Mais ceci étant, donc, il y a pas mal d'argent, énormément d'argent en fait, qui était mis sur la scène. Mais la question est, quel est l'impact que ça a directement? Et personnellement, en fait, je vois pas mal d'amis qui ont perdu leur emploi et on leur a dit qu'ils n'allaient pas le récupérer. Il y a aussi eu, bon, un petit peu un scandale, mais pas mal de sociétés qui ont récupéré. J'ai cet article-là du Wall Street Journal aussi, c'est une des sources que j'apprécie, enfin du journalisme. Et des grosses sociétés qui ont pris les incentives qu'ils n'auraient pas dû, qui les remboursent. Bon. Zoom fait beaucoup de layoffs par Zoom. Je veux dire, Bird fait ses layoffs par Zoom. Bon, c'est la nouvelle mode. Donc, c'est quand même un petit peu inquiétant. Mais du point de vue que moi, je connais mieux, c'est les angel investors. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle Band of Angels. Je peux vous donner l'info après, d'ailleurs. Et de mon point de vue, c'est un peu personnel, mais pour moi, les angel investors, c'est des investisseurs au sens propre du terme parce qu'ils déploient leur capital, c'est-à-dire leurs économies, en fait, pour faire avancer de nouvelles technologies. C'est complètement différent de ce qu'on appelle les stocks et les bonds investors. Quand vous achetez des stocks et des bonds sur le marché, ce n'est pas un investissement, en fait. Vous faites une réallocation de vos assets et ni les stocks que vous achetez ne sont utilisés pour créer vraiment des richesses, à part quand, par exemple, Apple est devenu public. À ce moment-là, effectivement, c'est déployé. Mais après, c'est simplement échangé. Okay? Et les venture capitalistes, ils investissent l'argent des autres. C'est donc très différent comme situation aussi. Bon, alors, et d'ailleurs, d'une certaine façon, c'était un peu les premiers à annoncer presque précipiter la crise. Il y a eu cette fameuse lettre que Sequoia a envoyée tout début mars en disant, oh là là, tout s'arrête. Bon, c'était un peu leur décision de voir la situation comme ça aussi. Maintenant, je dirais que les angels investors, donc, s'ils avaient une bonne, ils étaient plus ou moins protégés sur leurs assets, donc, qui est ce qu'ils investissent, leurs propres assets. Avant la crise, ils doivent quand même maintenant être très focalisés pour passer de l'énergie pour voir comment réagir, comment réallouer leurs savings. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut qu'ils fassent très attention.
c'est presque un full-time job, comme je dirais. Et quasiment tous les angels à qui j'ai parlé, ils s'attendent à ce qu'il y ait une reset des valorisations qui au moins reflète, par exemple, les marchés qui ont quand même diminué à peu près de 20%. Et beaucoup pensent que les marchés sont surévalués actuellement. C'est autre chose. Après leur rebond. Donc, juste pour revenir là, on a eu une chute et un rebond. D'ailleurs, c'est un graphe qui date de 1929, celui-là. Ce n'est pas celui qui est actuel, mais c'est en fait le même profil. Simplement, ça a été accéléré. Et André, c'est quoi ce graphe, c'est quoi? C'est la valorisation juste du seed? Non, c'est simplement le Dow Jones le Dow Jones en 1929 et début 1930. Voilà, c'est tout. Donc, une chute qui a pris à l'époque 70 jours a été plus rapide cette année. Mais en fait, les proportions sont assez similaires. Maintenant, écoutez, ça c'est vraiment ce qu'on appelle l'analyse technique. Et d'ailleurs, je ne suis même pas un expert. Il faut faire attention avec ce genre de choses. Mais c'était juste pour illustrer le fait qu'on ne peut pas nier qu'on est dans une situation de crise. Voilà. Donc, je dirais que les angels, ils attendent un reset des valorisations, ce qu'on ne voit pas forcément vraiment chez les gens qui pitchent. Enfin, il y a des choses qui changent justement en ce moment. Et aussi, c'est le bon moment de revoir comment on évalue la proposition de valeur aux angels. Parce que traditionnellement, on les voit toujours comme un espèce de bridge avant d'avoir un plus gros investissement. Et c'est quelque chose qui n'a pas toujours été à l'avantage des angels, en fait. Et je peux vous montrer après mon portfolio. Donc, il est peut-être maintenant une question plutôt que de reprendre le même pitch et de le donner à plus de gens, de voir exactement quelle proposition de valeur on a pour ces gens. Puis je ne vais pas trop parler, je ne vais pas prendre trop de temps là-dessus, peut-être qu'on en reparlera. Ça, c'est le groupe dont je fais partie. Si vous êtes intéressé par ça, Mathieu, peut-être je tiens l'œil, Band of Angels. Ils sont basés dans la Silicon Valley, hein, donc c'est quelques contraintes. Peut-être que pour toi, ça ne va pas être idéal. La plupart des angels, jusqu'à présent, ils veulent toujours investir sur quelque chose qui est local, mais bon, on peut en discuter davantage. Et juste mon portfolio moi-même, en fait, j'ai fait 27 investissements. J'en fais à peu près, je dirais récemment, à peu près 2 par an. Il y a beaucoup de choses, je me suis mis un petit peu en pause là-dessus, vu les résultats que j'ai eus. J'ai eu 3 sociétés qui m'ont rapporté de l'argent. J'ai encore fait 2 investissements dans les 12 derniers mois, 2 sociétés que j'avais amenées au groupe Band of Angels. Aptivaio, c'est une société d'un centralien, Guy Monnier. Ceci dit, là, j'ai eu une société qui vient de rentrer en bankruptcy à la situation et je viens de recevoir un autre email aujourd'hui, une autre société où ma valorisation vient d'être divisée par 10. Bon, c'est pas très positif tout ça, mais voilà. Donc, écoutez, je voulais juste vous donner une petite perspective sur comment les angel investors rentrent. Et si vous n'êtes pas tellement familier avec ce graphe de comment obtenir le financement, mais j'imagine que beaucoup d'entre vous le sont. Donc, les angels, en fait, ils arrivent un petit peu à ce niveau-là quand on cherche genre 100 000, 200 000, 300 000 dollars. Les venture capitalistes, ils arrivent là quand on cherche plutôt 1, 10 millions, etc. Et il y a toujours eu un gros gap, en fait, entre les deux. Beaucoup de sociétés ont un peu du mal à arriver à ce niveau-là s'ils en ont besoin. Voilà. Et je vais peut-être m'arrêter là sur ce genre de détails. Et je vais vérifier que tout le monde a pu parler. Je vois que Jean de Bec de Lièvre est venu. Est-ce que tu veux aussi témoigner rapidement ou... Bonjour à tous, donc je m'appelle Jean, moi je suis à Stanford en ce moment. Pour nous, les cours sont tous annulés. Donc c'est à peu près les témoignages que je peux donner. Je suis un graduate student, donc je work from home principalement. Et Stanford a envoyé un mail hier disant qu'ils n'ont toujours pas décidé de plan pour la rentrée. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas s'il y aura des cours, ils ne savent pas si ce sera entièrement en remote ou s'ils vont complètement annuler le trimestre. Pour l'instant,
personne peut faire de décision, quoi. Mais bon, c'est un peu le cas partout. Très bien, très bien. Et donc, tu peux quand même étudier depuis la maison sur du matériel qu'on te donne ou est-ce que tout est arrêté? Oui, alors pour le Spring, pour ce trimestre en ce moment, ils nous ont tous les cours sont en remote sur Zoom. Et donc, les profs donnent leurs cours depuis leur cuisine. Comme on fait tous à peu près, hein. Ouais. Et mais il y a quand même une mécanique qui était déjà assez en place parce qu'il y a souvent des élèves qui sont dans les entreprises et qui prennent les cours de Stanford entièrement à distance. Donc, ça veut dire que l'habitude de filmer les cours, l'habitude de faire des office hours en vidéo, l'habitude de submit tous les devoirs à la maison en ligne, tout ça, c'est à peu près bien huilé. Ce qui manque pas mal, c'est le niveau recherche parce que évidemment, on a beaucoup moins d'interactions que d'habitude. Donc là, je vois très bien que je passe 3 jours sur des idées nulles alors que normalement, je passe 3 heures et après, quelqu'un me dit que c'est pas top. Et est-ce que l'accès au labo est fermé ou est-ce qu'il est ouvert avec une rotation pour pas que les gens se rentrent en contact? Pour l'instant, c'est complètement fermé, même pour les gens qui ont des expériences critiques, des congélos, enfin des trucs qui périment. Pour l'instant, c'est complètement fermé. Wow. Est-ce que tu as des plans pour cet été? Un peu fun. Pour cet été, non, j'avais prévu de faire de la recherche et d'avancer, donc je vais continuer à faire la même chose. A priori, c'était assez basé sur des expériences, ma recherche, mais je pense que je vais. C'est même pas, je pense, c'est avec mon advisor, on a décidé de recentrer un peu les choses pour que ce soit principalement en simulation et puis peut-être qu'à la fin, on fera une expérience pour démontrer si ça fonctionne ou pas, mais sinon, a priori, j'avais quelque chose qui est très centré sur l'expérience et on va essayer de s'éloigner de ça. OK. Est-ce que l'association peut faire quelque chose? Des événements comme ça, c'est très bien. Ah, super. Non, sinon, c'est agréable de pouvoir rester en contact, mais pour Stanford, on est quand même relativement encadré. Très bien. Merci. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on peut rester les 5 dernières minutes et puis échanger comme ça si vous voulez juste parler. Pas besoin de se mettre sur mute, puis voir si on a d'autres choses à se dire ou pas. Je dois en fait fermer la conférence dans 10 minutes maximum parce que j'ai quelque chose d'autre après. Mais si vous avez d'autres questions, si vous voulez continuer à échanger. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. J'ai appris plein de trucs. Et je suis très content qu'on ait fait ça. Et en fait, je vois qu'on avait juste le sud des États-Unis qui n'était pas bien représenté, là, mais on était un peu partout, hein, entre Boston, Wichita, Chicago, la Californie, obviously, donc Ohio. On a un peu tout couvert, là. Et c'est un des avantages du remote, hein. D'habitude, l'association des Centraliens a pas mal d'événements sur les côtes, notamment San Francisco et New York. Et donc là, pour le coup, ça remet tout le monde un peu au même niveau, y compris. Tu as raison. Tout ça, ce serait bien d'organiser une réunion Zoom comme ça de temps en temps, qu'on puisse. Pour les gens isolés comme ça au milieu des grandes plaines du Midwest, c'est pas mal. Ah ben c'est très bien, tiens. Est-ce que le moment de la semaine et l'heure sont bien ou est-ce que c'est difficile pour vous? Je n'étais pas tout à fait sûr pour ça. Alors en ce moment, moi, ça va parce que là je suis en vacances cette semaine. Airbus a demandé à tout le monde de prendre des vacances en ce moment parce que l'activité est quand même assez restreinte. Sinon là c'est quand même un peu le milieu de la journée de travail. C'est 2 heures d'après-midi. Tout début ou fin de journée ou du déjeuner serait peut-être un peu mieux, mais sinon vendredi en fin de journée. OK. D'autres suggestions? Pour moi, l'horaire est bien, c'est plus voilà, plus c'est annoncé à l'avance, plus c'est facile de s'organiser.
Ok. Merci André pour d'avoir organisé ça. C'est super. Ah ben, je t'en prie, en fait, c'est pas beaucoup d'efforts. Hein. Si je veux juste envoyer les bons emails au bon moment, ça quand même. Mais je t'en prie. Non, en fait, c'est vrai, j'aurais dû faire ça plus tôt. J'aurais dû faire ça plus tôt. En tout cas, il faut qu'on donne un peu une suite pour voir comment ça se développe avec le temps, cette histoire. Donc, voir comment tout le monde se débrouille. Est-ce que vous savez comment ça se passe à l'école en ce moment en France? Est-ce que c'est pareil, c'est fermé, les cours sont à distance et la rentrée, personne ne sait comment ça va se passer en septembre? Honnêtement, je n'ai pas suivi. Quelqu'un peut nous éclairer là-dessus? Je pense que j'ai vu dans les news que c'est en ligne en ce moment. La grande question, c'est le concours, je pense, pour les gens qui vont la nouvelle rentrée, la nouvelle promo. Ça, je ne sais pas comment ils vont se passer. Je pense qu'ils ont Le concours a été reporté à fin juin, début juillet. L'écrit va être fin juin, début juillet, je crois. Et l'oral a été annulé. Il n'y aura que un écrit cette année. Il n'y aura pas d'oral. Je sais que j'ai le fils d'un de mes cousins qui passe les concours en ce moment, enfin cette année. Donc, sinon, il me semble qu'il y a pas mal de deuxième année qui se sont fait planter pour leur stage. Oui. Ah, eux, leur stage, effectivement, c'est un problème, oui. Ouais. C'est une question que j'avais pour vous. Est-ce que si les endroits où vous travaillez avaient annulé les stages, nous, on a annulé tous nos stages chez Medline. Moi, je viens de recruter un stagiaire au niveau un doctorant de Stanford. Donc, ils ont l'équivalent d'un master avant de commencer le doctorat, vu qu'ils commencent le doctorat directement après le bachelier. Mm-hmm. Et on a besoin de quelqu'un pour nous aider sur un problème de maths qui pouvait se faire à distance. Donc, on a fait attention quand on recrutait de prendre quelqu'un en qui on avait confiance dans les capacités de travailler de façon autonome. Mais ouais, on a recruté la personne et ça se passe relativement bien jusqu'à présent. C'est un peu difficile de garder des motivés, mais ça se passe relativement bien. D'accord. Moi, notre hôpital, il a fait un hiring freeze. Donc, personne n'est recruté à moins que les nurses ou doctors. Justement parce qu'ils perdent trop d'argent. Ouais. Ah oui. Et toi, Antoine, ton stagiaire, alors, il travaille depuis la France? Non, c'est un doctorant de Stanford. Ah, ok. Vu qu'on est rattaché à Stanford, en fait, on est financé par le département de l'énergie américain, mais c'est Stanford qui fait tout le RH. Donc, en fait, Stanford nous emploie en tant que contractuel pour travailler pour le département de l'énergie. Et donc ici, vu qu'il y a de fortes connexions entre les deux, on a des financements qui viennent du département de l'énergie qui n'ont pas été interrompus. Et donc, on utilise une partie de ces financements-là pour payer un doctorant de Stanford. D'accord. Donc, c'est des budgets qui étaient existants, qui n'ont pas été supprimés, mais ce n'est pas des nouveaux budgets. On a des nouveaux budgets pour la recherche sur le Covid. Oh. Et on a des faibles réductions de budget sur d'autres éléments. Et donc, on essaie de se rediriger autant qu'on peut sur du Covid pour garder les budgets. Mais on a la majorité des financements à 5 ans ou ce genre de choses, c'est toujours là. D'accord. D'autres idées ou suggestions J'ai l'impression qu'on commence à avoir un intérêt à ce que le Covid reste, puisqu'il y a tout le budget pour le Covid. Aïe, 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 si ça disparaît, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. Quand même, bon. Non. Surtout que le plus difficile, c'est, vu qu'on est tous plus ou moins un peu expats, c'est pour moi, c'est voilà, les grands-parents qui vieillissent et les années, elles ne sont pas récupérables. Dans mon cas, ils ne peuvent pas voir leurs petits-enfants et ça, c'est des choses qui sont… Voilà, on se dit, c'est pas marrant, quoi, c'est pas évident. Et encore, moi, j'ai personne qui meurt dans ma famille, hein, mais il y a aussi ce genre de problème. Mais sans aller jusque-là… Pour nos aînés, c'est pas cool pour nos aînés. Ils n'avaient rien demandé comme ça là pour leur… C'est pas cool. Hein. Ouais. Moi, mes parents étaient sur le point d'avoir leur carte verte
Et non, rejeté. Ah bon? Oh, zut. À cause des mesures de recentrage de l'administration sur l'immigration? Alors, non, malheureusement, c'est un peu de leur faute. Ils ont paniqué, ils sont rentrés en France pour prendre soin de ma grand-mère. Et ils étaient dans les derniers stages de la carte verte. Ils avaient reçu leur carte de travail. Et ils pensaient qu'ils pouvaient donc rentrer en France sans problème. Et en fait, non, c'est disqualificatoire. Ah, zut. C'est un brain fart de mon père qui a été un peu cavalier en pensant que c'était bon et fini. Et puis, ils ont été un peu penauds en rejetant en recevant la lettre de réjection après ça. Oui. Il n'y a pas moyen de faire appel? Non, il n'y a pas d'appel pour le moment, mais du coup, ils recommencent le processus. Mais donc, ça va reprendre donc, 1 an et puis ça va être moins facile. Mais bon. Il y aura peut-être une autre administration dans 1 an. On espère. On espère. Parfait. Je vais devoir vous quitter parce que j'ai un meeting à 3h. Pas de problème, pas de problème. Mais merci à tous en tout cas. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé et je crois que c'est aussi un bon moment pour fermer le meeting. Donc, merci à tous. C'était un vrai plaisir. Merci, au revoir. Organiser la réunion. Oui, mais je vous en prie. Et bien noter qu'on veut en faire davantage. Donc, je vais réfléchir à un schedule qui soit raisonnable pour ça et tout. Et bonne chance à tous, bonne continuation. Hein. De même. On s'en sortira. On s'en sortira. Merci, salut. Oui. Au revoir.